go down. Salut les terriens du samedi, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon avec Laurent Baffy. Dis rien. Je trouve que tu passes très bien l'image. Voilà. T'es en pleine forme en ce moment, c'est... J'accueille Yann Moix. Ça va Yann? Très bien. Très bien, alors vous avez décerné vos Moix d'or après le débat. Le thème de la semaine? L'absurde. Ah, Des gens qui ont fait des choses incongrues. des choses incongrues. Surtout par rapport à leurs principes. D'abord, c'est l'heure de la battle. Battle de ce soir, peut-on continuer à laisser tout dire sur Internet avec Aude Lancelin, Nicolas Gardère, Elios Azoulay et Sacha Gozlan? Aude Lancelin, bonsoir. Vous êtes journaliste et directrice du Média, la chaîne fondée par Sophia Chikirou et Gérard Miller il y a un an. Bienvenue parmi nous. Nicolas Gardère, bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous publiez Voyage d'un avocat au pays des infréquentables aux éditions de l'Observatoire. Bienvenue parmi nous. Elios Azoulay. Vous êtes compositeur et directeur musical de l'ensemble de musique incidentale. Bienvenue parmi nous. Sacha Gozlan, vous êtes président de l'Union des étudiants juifs de France. Bienvenue parmi nous. Mais d'abord, l'édito de Blacko, Magnéto Serge. Cette fois, c'est décidé, la France va éradiquer l'antisémitisme. Trop c'est trop. L'agression contre Finkielkraut. Pars-toi, sioniste de merde, pars-toi! Les croix gammées dans un cimetière juif. Le but est atteint, c'est-à-dire qu'on parle de ces événements, c'est l'écœurement. La profanation des arbres plantés en mémoire d'Ilan Halimi. Heureusement, cette semaine, on a eu droit à une grande manifestation place de la République. Non à l'antisémitisme, non à la haine. Et en plus, le Premier ministre a lancé un plan de lutte contre l'antisémitisme. Pour un peu, on y croirait. Oui, nous devons être plus sévères, juridiquement, si j'ose dire. Le problème, c'est que ça recommence exactement comme l'an dernier. Ben si, souvenez-vous, en mars 2018, une grande marche contre l'antisémitisme avait été organisée après le meurtre de Mireille Knoll. Comme d'habitude, on avait dit plus jamais ça. C'est pas possible, on peut pas rester comme ça. On se sent un petit peu plus soutenu. Ensuite, Édouard Philippe avait proposé un grand plan de lutte contre l'antisémitisme. La France défendra au niveau européen un projet législatif pour contraindre les opérateurs à retirer dans les plus brefs délais tout contenu haineux, raciste ou antisémite. Et puis Macron n'avait pas mâché ses mots. Le racisme et l'antisémitisme disposent pour réaliser leur travail de sape, de moyens inédits de propagande. Les réseaux sociaux en sont les grands pourvoyeurs. Et nous n'avons pas encore pris la mesure de leur influence à cet égard. Résultat, malgré toutes ces bonnes paroles, les agressions contre les juifs ont augmenté de 74% l'an dernier. Alors à qui la faute? On pense bien sûr aux affreux salafistes, mais il y a aussi les vilains néofascistes, sans oublier les méchants islamo-gauchistes. À vrai dire, il y a pas mal d'excités de tous les bords qui en veulent aux juifs. Alors forcément, on repense à la manière dont Simone Veil leur tenait tête aux européennes de 79. Vous me faites pas peur du tout. J'ai survécu à pire que vous n'êtes que des SS au petit pied. Simone est aujourd'hui au Panthéon, mais l'antisémitisme, lui, reste bien vivant. Soral et Dieudonné ont déjà été condamnés pour antisémitisme, et pourtant, leurs sites internet ne sont pas interdits. Pire, alors que la justice a ordonné le blocage du site antisémite Démocratie Participative, il reste pourtant accessible. Cette semaine, dans son discours du CRIF, Macron a donc décidé de durcir le ton. L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme.
Le gouvernement va aussi mettre la pression sur les géants du numérique. Une loi sera bientôt votée pour sanctionner financièrement les hébergeurs en ligne qui publient des propos haineux. Reste à savoir s'il suffira d'une loi pour faire taire les antisémites. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Alors, Aude Lancelin, à la suite de l'agression d'Alain Finkielkraut, vous avez déploré que le gouvernement instrumentalise l'antisémitisme. Vous avez déclaré « Rien de mieux à faire les week-ends que de monter en épingle des fake news à base d'antisémitisme. » Et au sujet d'Alain Finkielkraut, vous avez dit « Le comportement de M. Finkielkraut s'assimile à celui d'un agent provocateur. Ce n'est pas en tant que juif qu'il a été attaqué, c'est en tant que Finkielkraut. » Je pense en effet que, évidemment, il est absolument odieux et indéfendable d'insulter qui que ce soit dans la rue, de le traiter de sale sioniste ou de quoi que ce soit. Je maintiens en revanche que M. Benjamin Griveaux a menti en disant qu'Alain Finkielkraut avait été traité de sale juif. Les mots sont importants. Les mots comptent, surtout quand on occupe des fonctions aussi importantes au sommet de l'État. Maintenant, je le maintiens aussi. Alain Finkielkraut n'est pas un passant ordinaire, ça n'est pas un promeneur ordinaire, c'est un polémiste qui a pris des positions extrêmement violentes parfois, qui a été jusqu'à horrifier les journalistes d'Haaretz, les journalistes israéliens d'Haaretz en 2005, parce qu'il avait compté les Noirs dans l'équipe de France, qu'il avait dit que notre équipe de France pleine de Noirs allait faire de nous la risée de l'Europe, parce qu'il avait dit que des pogroms républicains en 2005 étaient en cours sur le territoire, etc., etc. Ce sont 15 ans de provocation qu'on pourrait citer ce soir. Donc oui, je maintiens que dans le sentiment de rejet parfois extrêmement violent que nourrit Alain Finkielkraut, ces prises de position sont évidemment fondamentales. Ce que vous dites, en gros, c'est pas le juif qui a été attaqué, c'est le polémiste. Alors, Elios Azoulay, vous êtes compositeur, clarinettiste, directeur d'un ensemble musical, et récemment, vous sortiez de l'un de vos concerts, et il y a un mec qui vous dit « Cet homme-là me donne envie de refaire la Shoah ». Je trouve ça désespérant aujourd'hui d'être ici pour parler d'un sujet qui devrait être enterré, et notamment enterré par celles et ceux qui, sans être des antisémites déclarés, développent et propagent un antisémitisme à l'aspartame qui est beaucoup plus cancéreux, bien que apparemment ça ne fait grossir personne. On est dans une espèce de syndrome très français de ligne Maginot où on a tous attendu l'antisémitisme par là où on croyait qu'il allait venir. Et maintenant qu'il est là, on voit des gens se retourner et dire « Mais est-ce qu'on peut vous filer un coup de main pour continuer à défendre une liberté d'expression qui n'est pas une liberté d'expression ?» Parce que là, moi je vais dire, j'aimerais... Vous savez, l'intelligence elle est ternaire. C'est pas un débat contre ou pour la liberté d'expression. Il faudrait faire un débat sur la responsabilité d'expression. Hitler n'a pas de sang sur les mains. Il a du sang plein la bouche. Et la parole charrie les actes. Donc la parole, elle, est aussi condamnable, voire plus condamnable, car inspirante, que le geste lui-même, qui n'est finalement que la résolution de la parole proférée et excitante. Vous voyez ce que je veux dire ? Merci, Sacha Gosselin. Vous êtes le président de l'Union des étudiants juifs de France. Vous déplorez l'absence de loi contre les contenus haineux. Vous êtes battu pour faire fermer un site qui s'appelle Démocratie Participative. C'est un site quand même sur lequel on appelle Marlène Schiappa putain juif. Les Twitter ne traitent que 6% des signalements antisémites. Donc vous êtes aux premières loges en fait pour voir ce déferlement de haine à nouveau tomber sur la France. Oui, ce qu'on voit depuis 15 ans, c'est une véritable banalisation de la parole antisémite sur Internet et sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, qui ne fait absolument pas le travail de supprimer les contenus qui sont des contenus illicites, parce que dire sale juif... Parce que ça coûte cher, c'est extraordinaire. Là où c'est particulièrement intéressant, c'est que Twitter parvient à le faire pour des questions de droit d'auteur, par exemple. Ils parviennent à le faire pour des questions de pédopornographie. Quand c'est Gad Elmaleh, il se dépêche de le faire. Sans aucun problème. Et très justement, les questions de droit d'auteur, les questions de pédopornographie, on comprend parfaitement pourquoi ces contenus-là sont supprimés. Seulement, les questions de haine sur Internet, eh bien, ça ne rapporte pas d'argent. Alors la seule chose qui marche avec ces plateformes-là, c'est une pression financière. Mais au-delà de la responsabilité de ces plateformes-là qui est importante, c'est aussi la responsabilité de celles et ceux qui laissent la porte entrouverte lorsqu'il y a des actes antisémites. Celles et ceux qui disent, finalement, Alain Finkielkraut, il n'est pas attaqué parce qu'il est juif, mais il est attaqué parce qu'il est polémiste.
Et je trouve ça lamentable parce que on se retrouve dans les mêmes considérations que celles que peut produire un journal comme Rivarol, qui va expliquer que finalement, Alain Finkielkraut, il n'a pas été traité de sale juif, mais finalement qu'il ait été traité de sale juif ou de sale sioniste, dans l'esprit des gens comme Alain Soral ou comme Dieudonné, c'est très clair, le mot sioniste, il est utilisé à la place du mot juif comme étant une insulte. Pardonnez-moi, parce que c'est absolument insidieux et odieux ce que vous venez de dire. Parce que moi, je considère depuis des années l'antisémitisme comme une infirmité intellectuelle, et je l'ai combattu par la plume dans tous mes écrits, depuis laissez-moi terminer. Depuis le début de ma carrière. J'ai fait au Nouvel Observateur, où j'ai travaillé pendant 13 ans, j'ai fait des enquêtes de référence sur les négationnistes. Je ne pense pas que tous ces gens au gouvernement aient un bilan comme le mien dans le domaine. J'ai fait les portes. Écoutez, vous êtes en train de m'insulter. Non, vous êtes en train de m'insulter. Vous ne constatez rien du tout. Vous êtes le même que celui de Rivarol. Vous êtes en train de mentir et vous êtes en train de coller votre discours sur celui du gouvernement, ce qui n'est certainement pas votre fonction. Votre fonction, c'est de défendre les Juifs de France. Je vous remercie de me rappeler quelle est ma fonction. Mais je constate que lorsqu'un journaliste utilise le même vocabulaire que celui de Rivarol, il y a lieu de s'interroger. Écoutez, monsieur, tout ça, quand Marine Le Pen cite dans ses livres Le Monde diplomatique, Serge Halimi, etc., est-ce que ça fait de Serge Halimi un disciple de Marine Le Pen? C'est de la mauvaise foi intellectuelle et c'est même de la bêtise. C'est même de la bêtise. On termine le tour de table avec vous, Nicolas Gardère. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat. Vous êtes défenseur d'une liberté d'expression absolue, ce qui s'entend très bien d'ailleurs. Vous avez été avocat de Riposte Laïque, qui est quand même pas... Hein, c'est quand même un site, c'est la fachosphère, là. C'est un peu dur, oui. Au sujet de la loi Guesso, vous dites « faire une exception pour la cause des Juifs est grave ». Je pense que ces lois sont contre-productives. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une société n'a absolument rien à gagner à laisser s'exprimer des paroles de haine, des paroles racistes, des paroles antisémites, du négationnisme, etc. Rien. On est tous d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce qu'elle a à perdre? C'est ça le vrai sujet. On parle des amendes, de la pression financière sur les hébergeurs, sur les plateformes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? S'il y a un vrai risque financier qui pèse sur eux, dans le doute, ils vont supprimer les contenus, bien au-delà de ce qui serait justifié au regard d'une loi pénale. Parce que quand on est au regard d'une loi pénale, eh bien, on a les droits de la défense, on a un parquet, on a des juges qui jugent, tout ça est assez sérieux dans le cadre de l'état de droit, etc. Quand c'est une société privée, parce qu'au fond, le sujet c'est ça, c'est externaliser la censure et la répression sur l'expression à des sociétés privées, d'ailleurs des sociétés étrangères, américaines. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Charlie Hebdo, typiquement, on supprime. Dans le doute, on supprime. Et bien d'autres, la satire, l'humour, etc., la caricature, on supprime tout. C'est ça le vrai danger. Le vrai danger, c'est le glissement. Et d'ailleurs, sur cette question d'antisionisme, de faire une loi... C'est important, l'histoire de l'antisionisme. Évidemment. Moi, je ne suis pas d'accord avec Mme Lancelin. Je considère que, bien sûr qu'il s'est fait traiter de sale juif, le filigrane, les mots comptent, évidemment. En tant qu'avocat, travaillant sur ces questions de liberté d'expression, je sais à quel point les mots comptent. Mais bien sûr qu'au fond... Il y a ce hold-up sémantique qui a été fait par Soral et Dieudonné, et on sait très bien que dans certains contextes, quand on dit sale sioniste, c'est sale juif qu'on dit. Et c'est à la fois le polémiste et le juif Finkielkraut qui a été injurié ce jour-là. Mais c'est aussi la question de l'effet pervers. Parce que, en pénalisant l'expression, notamment celle de Soral, qu'est-ce qu'on en a fait? Sinon une icône. Forisson, pareil. Forisson, au lieu de simplement pourrir dans l'ignorance et l'oubli, a été transformé en icône par la loi Guesso. C'est ça le risque, c'est de créer des faux martyrs. Alors, sur l'antisionisme, on l'a bien compris, le mec se fait traiter de sioniste parce que le type ne dit pas juif. Maintenant, ce que les gens entendent aussi, c'est qu'attention, si l'antisionisme est dans la loi, est-ce qu'on va avoir le droit de critiquer Benyamin Netanyahou, qui est un mauvais dirigeant pour Israël, qui est un type d'extrême droite dont on ne voudrait pas en France. Donc c'est ça, la question que je vous la pose à vous. Oui, on a le droit de critiquer la politique israélienne, évidemment, voilà. Et c'est extrêmement important de pouvoir le faire. Est-ce que ça va pas rentrer sous le coup de l'antisionisme, ça? L'antisionisme, c'est un terme qui est très particulier, qui désigne le fait de refuser l'existence de l'État d'Israël. Est-ce que vous connaissez un autre terme qui désigne le refus de l'existence d'un pays? C'est la démocratie de pouvoir critiquer l'action d'un gouvernement. C'est tout à fait normal. Là où il y a un glissement qui est dangereux, c'est que ce terme-là de sioniste, il est utilisé pour qualifier un juif. Vous avez raison. Alors maintenant, la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est une question importante, évidemment, qui occupe tout le monde. Quelle est votre position, Nicolas? Ma position, c'est qu'il y a cet espace d'expression qui existe. Et évidemment, si vous voulez, il y a cette phrase de Noam Chomsky qui dit « si l'on ne croit pas à la... »
Celui qui a préfacé Forisson. Mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr, c'est vrai. Je trouve que c'est lamentable. D'accord, son envergure. Chomsky est juif par ailleurs. Mais alors? C'est le sujet. Non, mais on a l'impression que c'est le seul sujet. Il y a aussi juif. Exactement. Peu importe. Chomsky. Nicolas, Chomsky n'est pas inattaquable. Chomsky n'est pas le centre du débat. Chomsky dit juste, si on ne croit pas à la liberté d'expression de l'individu que l'on méprise, alors on n'y croit pas du tout. Si vous voulez, la liberté d'expression, c'est pas au Procope, Rousseau et Voltaire qui s'affrontent sur des problématiques intellectuelles très élevées. La liberté d'expression, c'est aussi le café du coin de la rue, les gilets jaunes, Internet, les réseaux sociaux. Les gens parlent avec des termes orduriers aussi. Si vous voulez, le risque, encore une fois, il est lequel? Le risque, c'est déjà... Nicolas, pour vous, l'anonymat, finalement, sur Internet, c'est une bonne chose, finalement. Pas une bonne, une mauvaise chose. C'est une chose qui est un fait. Jusqu'où va-t-on demander à des sociétés privées de réguler l'expression? Les GAFA, c'est pas anecdotique. C'est aujourd'hui le cœur de l'expression telle qu'elle s'exprime partout dans le monde, et notamment en France. C'est le canal principal de l'expression. Et on voudrait comme ça demander à des sociétés privées de faire le boulot de l'État. On a vu Zuckerberg et Macron au mois d'octobre, en bras de chemise, réunion de travail, etc. Ça me paraît extrêmement dangereux, infiniment plus dangereux que de voir quelques abrutis, qui sont des milliers, mais des abrutis proférer des injures derrière sur leur canapé, etc. Voilà. Aude Lancelin, donc faut-il supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux? Moi, je pense que la loi française nous fournit déjà un arsenal législatif très répressif et très suffisant. Notamment à l'égard des personnages comme Alain Soral. Mais non, permettez-moi de vous dire quelque chose. Alain Soral, qui déverse sa haine antisémite sur la France grâce à Internet, il a été condamné à 1 an de prison ferme, mais il n'a pas fait. Donc, si vous voulez, Alain Soral, il n'a jamais fait de prison. Dieudonné, je l'ai viré de mon plateau en 2004, en lui disant pas d'antisémite chez moi, ce qui est normal. Valls s'en est aperçu en 2014. Bon, 10 ans après, pendant ces 10 années, Dieudonné a déversé sa haine antisémite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, prenons Dieudonné et Soral, qui déversent une haine antisémite toute la journée sur Internet, et on leur fait rien. Donc vous dites en France, il y a des lois, Aude Lancelin. Sauf que les lois ne sont pas appliquées. Les lois ne sont pas appliquées. Elles sont inapplicables. Elles sont inapplicables. Attendez. Donc, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous minimisez quand même la gravité d'une sanction d'1 an de prison ferme. Et Dieu sait si je suis aux antipodes d'Alain Soral. Mais si vous voulez, moi, quand on fait un pas de recul par rapport à l'ensemble du tableau, moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans notre société, c'est le nombre de lois liberticides qui sont en train d'être passées. Il y a eu très récemment la loi dite anti-casseurs, mais qui est une loi répressive pour les manifestants. Il y a eu l'introduction dans le droit ordinaire de l'état d'urgence. Il y a eu la loi sur les fake news qui a été retoquée au Sénat, mais que La République En Marche a quand même essayé de passer. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'à situation exceptionnelle, loi exceptionnelle, à partir du moment où on appelle à taper sur les juifs toute la journée, oui, je reconnais que c'est liberticide, mais il vaut mieux être liberticide que voir des juifs quitter les écoles dans le 93, de voir les époux Pinto plus pouvoir sortir de chez eux dans le 93. Enfin, je veux dire, on a des exemples quand même. Quand les juifs d'un pays ont peur, tout le monde a des raisons d'avoir peur. On est tous juifs. On est d'accord sur ce constat. Maintenant, j'ai envie de vous dire, ce qui est en train de faire le gouvernement depuis le mois de novembre, c'est quand même instrumentaliser la question de l'antisémitisme. Oui. Non, pardon. Ils ne savaient pas comment se débarrasser des gilets jaunes. Ils ont dit, c'est des casseurs et c'est des antisémites. Thierry, je vous réponds. Évidemment que l'antisémitisme n'a pas attendu le mouvement des gilets jaunes pour exister. C'est une évidence. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi quand même, c'est qu'il y a une banalisation de l'antisémitisme aussi depuis ce mouvement des Gilets jaunes. Et c'est la force de personnes comme Dieudonné et Alain Soral d'avoir réussi à rassembler. Maintenant, Dieudonné et Alain Soral qui portent des Gilets jaunes, est-ce qu'on a vu, quand ils étaient accueillis dans des rassemblements de Gilets jaunes à Paris, par exemple, est-ce qu'on a vu des gens les jeter de ces rassemblements? Non, on ne l'a pas vu. Alors, il y a eu des choses extraordinaires. Et je pense notamment... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je pense notamment... Regardez, je ne suis pas un porte-parole du gouvernement. Je suis représentant des étudiants juifs de France qui expriment au quotidien une vraie souffrance. Alors, j'ai vu aussi des Gilets jaunes participer à des commémorations de la Shoah à Lyon et j'étais bouleversé par ces images-là. Et je pense que c'est extrêmement important de le rappeler. J'ai vu des Gilets jaunes dans la manifestation de mardi soir. Je pense que c'était important qu'ils soient là. Mais pour autant, massivement, je ne vois pas de gens
gens qui disent stop à l'antisémitisme, stop à l'homophobie, stop à la haine des migrants. Et c'est quelque chose qui devrait rassembler les gilets jaunes, mais l'ensemble de la société. Gardère, faut-il fermer les sites de Dieudonné et de Soral? La réponse, oui ou non? Non. L'incitation à la haine, ce n'est pas la liberté d'expression. Vous déplacerez le problème. Vous ne le réglerez pas. Bien sûr. Et ça a des effets Oui pervers. ou non? Faut-il supprimer les sites de Dieudonné et Soral? Oui ou non? Naturellement, oui. Naturellement, oui. Sacha? Moi, je veux bien que on rentre dans des grands débats philosophiques sur la liberté d'expression absolue, est-ce qu'elle doit être limitée, Non, mais très etc. pratique. Mais l'efficacité ou pas du droit pénal. Qu'est-ce que vous proposez? Aucune efficacité. Qu'est-ce que vous et des proposez effets pervers. Qu'est-ce que vous proposez? Et par ailleurs, qu'est-ce qu'on fait pour les pour les juifs en France qui souffrent, mais pas que les juifs, les homosexuels, les migrants, les noirs, les arabes qui sont attaqués? Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là qui sont menacés pour ce qu'ils sont, pour ce en quoi ils croient, pour ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? C'est pas en censurant, en interdisant l'expression qu'on combat. C'est d'abord un combat politique, culturel, intellectuel, qui a été abandonné, notamment parce qu'on considère que le juge pénal est une solution efficace, alors qu'il ne l'est pas. Il ne l'est pas, il ne l'est jamais en aucune circonstance. Ça n'a aucune valeur pédagogique, la condamnation pénale. Au contraire, ça crée des faux martyrs, ça crée des héros de la cause. Aude? Ce qui m'a énormément frappé depuis la mi-novembre, c'est à quel point les gens sont perdus. Les gens ne croient plus, ne savent plus qui croire. Les gens, on leur a tellement menti pendant des années qu'ils sont prêts à aller dans les recoins les plus sordides d'Internet. Eh bien, si ces recoins, on les bouche, ils n'iront plus, chère Madame. Ça marche pas comme ça. Il faut les affronter sérieusement au lieu de sortir des mantras et des interdictions. Absolument. Il faut travailler, pardon. Ça fait, cher monsieur, vous savez, bon, c'est terrible les avocats médiatiques parce qu'ils sont capables, pour passer à question pour un champion, de défendre le violeur de leur fille. Je trouve que c'est un métier, mais très bien. Je trouve que c'est un métier insupportable. Vous renversez tout. Oui, bon, c'est horrible d'être avocat. Pour ma part, ça fait 10 ans que je joue les musiques composées dans les camps de concentration. Donc ce travail culturel que vous appelez de vos voeux, je le fais depuis 10 piges. Alors ça vous semble peut-être anodin, mais au contraire, je crois comme vous que c'est quelque chose de très très important. Eh ben vous le faites ce travail. Ce que je veux dire, c'est que ces recoins abjects, eh bien c'est celle-là qu'il faut fermer comme ça. Ils ne pourront plus y rentrer. C'est tout. Ils iront chercher leur lumière d'espoir ailleurs que dans les égouts. C'est tout. Pour conclure, avant de donner la parole à Yann, je voudrais simplement dire que moi, j'ai pas envie que les Juifs quittent la France. Et moi non plus. Moi, je pense que les pays qui ont perdu leurs Juifs ont beaucoup perdu. Et je regarde qu'en Allemagne, il n'y a pas eu de prix Nobel depuis 1945. Yann. Quand j'avais 15 ans, en classe, on nous avait enseigné la Shoah et on avait vu une nuit et brouillard dans la Rennais. Je peux vous dire que l'envie d'être antisémite après ça a été calmée pour peut-être toute la vie. Oui, ça, c'est vrai. Aujourd'hui, en face des professeurs, il y a un ennemi, et tous les professeurs vous le disent, c'est Internet. Il y a une compétition entre l'éducation nationale et Internet qui est réelle. Alors je veux bien qu'on appelle à une révolution culturelle et qu'on éduque mieux les gens, puisque vous parlez de révolution culturelle, il faut remettre les intellectuels au premier plan, mais les intellectuels se forment aussi à l'école. Et quand il y a un bras de fer entre l'école et les sites Internet, c'est difficile. C'est comme de l'eau qui arrive toujours à son but en passant par tous les interstices. Qu'on bouche les sites Internet ou pas, les antisémites seront toujours là. Est-ce qu'il y a une dose toute faite d'antisémitisme à écouler? Je ne crois pas. Car il est faux de croire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de porosité entre le virtuel et le réel. Et je vais même plus loin. Pour beaucoup de gens, puisqu'ils se rencontrent amoureusement de cette manière, il y a une adéquation totale entre la réalité et la virtualité. Et je vais même plus loin. Pour certains adolescents, la réalité n'est qu'un cas particulier de la virtualité. Et on peut le regretter. Mais ce qu'on lit, ce qu'on voit sur Internet ne forme pas les esprits, mais déforme le monde réel dans lequel on vit. Et c'est pourquoi, et je vais vous dire, et ça m'attriste beaucoup parce que intuitivement je suis de votre côté, la liberté d'expression intégrale, mais intellectuellement je suis obligé d'être du leur parce que je sais qu'aujourd'hui, et on voit très bien qu'avec les Pokémon Go, les gens vont tuer des personnages fictifs dans le réel, place des invalides, on recherche des types pour de faux dans la réalité vraie, dans la vraie vie, comme tu disais, mais la vraie vie, pour 90% des adolescents, elle est dans ce qui pour nous est la fausse. Et le problème est là. Donc, malheureusement, les coups et les blessures, on les reçoit dans le monde réel, mais l'envie de les donner, on les reçoit malheureusement dans le monde virtuel. Aude Lancelin, Nicolas Gardère, Elios Azoulay, Sacha Gosselin, merci d'avoir été avec nous. Et maintenant, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal, les Moix d'or.
Le thème de la semaine? L'absurde. Ah, l'absurde. Et que plus ça va, plus c'est grave. Le 5e, c'est Michel Boujna. Oui. Alors, Michel Boujna a défendu le président Macron en proposant aux Gilets jaunes d'aller faire un petit voyage en Corée du Nord. Quand on parle de la Corée du Nord, j'arrive. J'ai toujours trouvé ça particulièrement absurde, pour rester poli, hein, de comparer la France et la Corée du Nord. Par exemple, quand on lui demande un verre d'eau, Michel Boujna, lui, va chercher le Gange. Quand on lui demande un chaton, Michel Boujna te ramène un tigre. Quand on lui demande l'heure, Michel Boujna se rend à Londres pour contempler Big Ben. Il vous appelle pour vous dire l'heure. Michel Boujna, s'il était coiffeur, vous couperez la tête, ça va plus vite. Et s'il était chauffagiste, Michel Boujna serait Landru. S'il était mythomane, Michel Boujna serait Jean-Claude Roman. S'il était plus vieux de 5 ans, Michel Boujna serait Hérode. N'insiste pas, Michel, les Nord-Coréens ne veulent pas de notre péril jaune. Très bien. 4e, les potentiels candidats à la mairie de Paris. Alors, effectivement, il y en a plusieurs, hein, Griveaux, Majoubi, Villani, notamment. Ils n'ont toujours pas compris, ces individus, qu'ils n'ont absolument aucune chance d'être élus à la mairie de Paris. Car, on le sait, Anne Hidalgo sera réélue. Ouais. Alors moi, je vais la défendre, je l'adore. J'aime Anne Hidalgo, je suis le seul, peut-être. Et je la trouve extraordinaire parce que, seule contre tous, elle tient. Elle tient contre les klaxonomanes, les conducteurophiles, les incapables d'aller à pied, les pressés professionnels, les maniaques du pot, les englués du volant, les anti-promeneurs, les brûleurs de pneus, les handicapés de la basket, les lèches par choc, les pouces petits, les anti-poètes, les flatuleurs de particules, les producteurs de brouillard, les donneurs de cancer. Les gens habillés de jaune qu'on voit dans Paris tous les samedis, que font-ils, Thierry? Ce sont des gens qui marchent à pied d'une part et qui, d'autre part, brûlent des voitures. Voilà enfin dévoilé le grand secret des Gilets jaunes. Ils manifestent pour la réélection de Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Bravo. Ouais, elle va être réélue, hein. Ah oui, c'est sûr. Ah, on arrive à Éric Ciotti, numéro 3, là. Éric Ciotti, que j'adore. Oui, c'est le type qui est pour le retour du service militaire et on a retrouvé des lettres dans lesquelles il demandait d'être réformé. C'est ça que j'aime chez lui. Ah, c'est d'accord. Oui, Quand t'as dit que j'adore. Ah, oui. Tu déconnes, d'accord. Alors, lui, il voulait interdire la manif de ce samedi 23 février, car en France, on sait qu'on peut interdire les manifestations, mais en cas de trouble de l'ordre public seulement. Mais lui, il veut interdire les manifestations du samedi. C'est un peu bête, c'est un peu absurde, parce qu'il y a combien de manifestants en tout? 50 à 60 000, à peu près. Donc, je trouve que c'est un petit peu disproportionné. Quand Éric Ciotti a une poussière dans l'œil, il veut interdire la pampa. Quand Éric Ciotti ne comprend pas un mot dans un livre, il veut interdire l'Académie française. Quand Éric Ciotti regarde The Voice, il veut interdire l'opéra. Quand Éric Ciotti se casse la jambe, il veut interdire la loi de la gravitation universelle. Quand Éric Ciotti a un chagrin d'amour, il veut mettre toutes les femmes en prison. Quand je constate, moi, que la France a perdu 10 points de quotient intellectuel en 100 ans, je veux interdire Éric Ciotti. Oh! Yacine Bellatar. Alors lui, il a démissionné... Et numéro 2, hein, quand numéro même. 2. Il a démissionné de LCI parce que Éric Zemmour a été invité. Je voudrais juste citer une phrase de Jean-Yann, que j'aimais beaucoup. À la moindre difficulté, j'arrête tout. C'est tout. D'accord. Alors maintenant, en premier, donc, il y a un ranking maintenant dans les Monsters. Les people qui ont rendu hommage à Karl Lagerfeld. Alors là, Stéphane Bern, notamment, Philippe Vandel. J'appelle ça du narcissisme sépulcral. Oui. C'est-à-dire qu'on attend que quelqu'un meure. Il parlait de masturbation électronique, lui, Karl Lagerfeld. Et on envoie des photos du mort avec soi-même qui est toujours vivant. Donc cela dit, c'est un peu j'irai selfie sur vos tombes. Ouais. Ça dit, dans la plupart des cas, le mort n'est pas forcément celui qu'on croit. Non, la question que je voulais poser, Thierry, est-ce que vous croyez que si Karl Lagerfeld était toujours vivant et Stéphane Bern était mort, est-ce que vous croyez qu'il y aurait sur Internet des photos de Lagerfeld avec Philippe Vandel ou avec Stéphane Bern? La réponse est peut-être non. À la semaine prochaine, Yann. On se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. À tout de suite. Rebonsoir, les Terriens du samedi, re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon, toujours en compagnie de Laurent Baffy. Et j'accueille Camille Lelouch, Franck Gastambide et Marie-Jeanne Tallard.
Et j'accueille maintenant donc 2 acteurs qui nous font rire et qu'on adore retrouver au cinéma, Franck Gastambide et Camille Lelouch. Je me sens... Malik Bentala, j'imagine ça vous fait mal. Bah, j'ai perdu mon parent 2. Ça vous fait mal d'entendre ça. Après Pattaya, après Taxi 5, vous pensiez que ça vous ferait autant de mal de voir ça? Et voilà, il m'a baisé, il m'a jeté, voilà. Tout simplement, si on doit aller au fond du truc, mais j'ai retrouvé l'amour. On va aller au fond du truc, t'inquiète pas. Non mais, Camille, est-ce que vous n'avez pas l'impression de mettre la pagaille dans un couple qui existait, un petit peu comme ça s'est passé avec les Beatles, quand Yoko Ono a séparé Lennon et McCartney? Bien sûr, ça me contrarie, mais bon, en même temps... Oui, Camille, ça se réglera au tribunal. Ça. Oui. Ouais, non, mais franchement, je trouve ça... C'est limite, après. Enfin bon, on va en reparler. Franck, vous êtes ici ce soir donc pour un film sans main et sans Malik Bentala. Oui. On comprend quand on sait que vous ne l'avez pas réalisé, ce film. Parce que si c'était un film de vous, il y aurait Malik. Il y aurait Malik. Il y aurait des nains. Évidemment. Alors, le réal s'appelle Xavier de Choudins. Exactement. Et le film Damien veut changer le monde, avec donc vous, Camille Bentala. On en reparle. Et voilà, tu vois. Ouais, tu vois. Elle est bonne, elle est bonne. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, mais non. C'est terrible. J'ai du mal. On va se rappeler de bons souvenirs. Si tu gagnes Pattaya, si tu gagnes Pattaya, si tu gagnes Pattaya, t'as plus d'oseille, c'est le moment. Sors pas le gun chargé, faut pas qu'une balle parte. Thierry, on s'est dit en arrivant, est-ce que Thierry, il va nous la remettre celle-là? Ah non. Tu peux pas, tu le sais. Mais ça fait 3 ans, Thierry. Mais laisse tomber, je vais te la remettre pendant les 10 ans qui viennent. Pour moi, Pattaya, c'est un grand film. Parce que, je vais te dire pourquoi. Parce que tu t'adresses à un public qui est un peu ignoré d'habitude. C'est-à-dire un public que les mecs du cinéma qui sont snobs ne calculent pas. Et avec Les Kaira et Pattaya, t'as fait un film pour les autres. Un peu comme les Gilets jaunes. Alors, on peut dire sa gueule, là. Hein. Voilà. Alors, Malik, vous êtes ici ce soir. Malik Lelouch. Vous êtes comme Malik Lelouch. Vous êtes ici ce soir pour un film intitulé Jusqu'ici tout va bien de Mohamed Hamidi, sans Franck Gastambide, mais avec Gilles Lelouch. Ouais. La mafia du showbiz. Le frère de Camille. Ah ouais, c'est un peu mon frère. Il y a le frère de Camille. Alors dans ce film, il y a aussi la merveilleuse Sabrina Ouazani. Sabrina Ouazani. Grande actrice. Grande actrice. La fiancée de Franck. Donc. Ah, tout le monde s'encule, c'est chaud. Ouais. C'est dingue. Alors, vous savez qu'on a reçu la semaine dernière Lambert Wilson. Et vous êtes au courant? Enfin, c'est terrible. Enfin, franchement. T'as vu, moi ça se fait pas. Il y a 2 choses. D'abord, la première, déjà, commence par Lambert. Ouais. On adore tous les 2 Lambert. Oui, il a le droit. Okay. Deuxièmement, je ne connaissais pas Sabrina à cette époque. Ah bon? Et alors, je vais même te raconter une histoire. Il y a quelques années, on tourne un film ensemble au Canada. Et Lambert Wilson me dit, est-ce que tu connais Sabrina Ouazani? Et je lui dis non, je la connais pas. Il me dit, vous vous entendriez très bien. Et voilà, il avait senti un truc il y a bien longtemps alors qu'on se connaissait pas. Oui, non, mais on adore Lambert et voilà. Ce qui excuse Lambert, c'est que vous draguez un peu tout ce qui passe, Franck. Mais Magnéto, Serge. On venait à peine de se rencontrer avec Franck. Et maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche, c'est shopping. Alors, Malik Bentala, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, vous avez été élu humoriste de l'année 2018 par le magazine GQ. Mais en fait, vous aviez été élu déjà humoriste de l'année par votre mère pendant 20 ans. Exactement. Donc finalement, pour vous, c'était pas vraiment une surprise? Non, pas du tout, non. Ça a plus de valeur en plus, le prix de ma maman, ouais. Voilà, c'est clair. C'est quoi le prix de ta maman? Quel parcours quand même, Malik Bentala. Cool. Quel parcours. Votre enfance dans le Vaucluse doit vous paraître bien loin, les jogging taquini, la sacoche en bandoulière.
le touchy dans les cages d'escalier. Il y a toujours le moment où ça dérape. Hein. C'est l'époque où vous étiez un rebeu, un peu grassouillé, fan du PSG. Ça faisait pas mal de handicap, hein, quand même. On part de loin. On partait de loin, quand même. Exactement. Vous voulez rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là... Adamo. Ah oui, c'est ça, oui. Alors aujourd'hui, vous habillez en hipster. Vous, vous lisez les Inrocks. Vous mangez du quinoa. Et en devenant un bobo, vous n'êtes pas à l'abri de la maladie des bobos, le burn-out. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est pour ça que vous avez annulé beaucoup de dates de spectacles récemment? Oui, non, j'ai annulé beaucoup de dates parce que j'ai une maladie médiévale. J'ai une pneumonie. Oh, ça existe encore? Ça existe encore. Et là, il travaille sur le typhus, c'est pas encore... La tuberculose, le typhus, la diphtérie. Ouais. Non, mais vous avez dit en raison de problèmes de santé persistants. Ouais. Et nous, on s'est inquiétés parce que... oui, on s'est appelés entre nous. Et alors? C'était ça, c'était les bronches, les poumons. Peu cher, et alors? Il y a Laurent qui est venu à la maison. C'est un truc. Alors jusqu'ici, tout va bien. C'est un enchaînement. Ah, joli. C'est justement le titre du film. Exactement. Que vous venez... C'est bien. Animateur ou pas? Bien sûr. Un artiste, c'est aussi un code barre. Hein. Alors, jusqu'ici, tout va bien. Un film de Mohamed Hamidi. Ouais. Qui avait fait La Vache avec Jamel Debbouze, qui avait bien marché d'ailleurs. Formidable, La Vache. 1,3 million, je crois. Génial. Donc dans ce film, il y a vous, il y a Gilles Lelouch, le frère de et Sabrina Ouazani. Eh oui. Eh oui, eh oui. Si un jour on se sépare, il faut que je t'appelle pour te dire, parce que tout ça, ça marchera plus à chaque coup. Hein. Ouais, je sais bien, tu me diras. Je te tiens au courant. Vous n'êtes pas séparés, là. Et tant que tu te fais pas Attends. C'est ce qu'il a dit. Tant que tu ne fais pas gauler. Oh putain. Oh là là. Non, mais ça va bien. Ça va. Alors, il y a qu'un truc que je comprends pas, parce que moi, je vous trouve que vous faites un couple formidable. Hein. Pourquoi tu l'épouses pas? Ah oui. Allez. Peut-être tu voulais faire ta demande ici? Putain, arrêtez. Non, arrête. Non, pourquoi c'est une bonne question et je vais y réfléchir. Voilà, très bien. Et voilà. C'est ce que vous lui dites à elle aussi, hein, de toute façon. Alors, donc, le film est en salle le 27 février, donc c'est bientôt. Mercredi, là, qui vient, là, voilà. Alors, le pitch. Rebondit sur les dates. Le pitch. Non, le pitch. Et bon. Gilles Lelouch est le patron d'une boîte de com parisienne branchée qui s'appelle Happy Few. Et pour respecter la loi de réduction fiscale sur les zones franches, parce que le mec, il s'est installé en banlieue, mais il n'y va pas. Il a juste une boîte postale là-bas. Bon, il doit vraiment délocaliser sa société à La Courneuve. Et c'est comme ça que Gilles Lelouch rencontre Malik Bentala, qui lui propose de lui apprendre les codes de la banlieue. Voilà. C'est très drôle, hein, vraiment, c'est un bon pitch. Hein. En fait, c'est un peu rendez-vous en terre inconnue, avec Gilles Lelouch dans le rôle de la star, et vous êtes Frédéric Lopez. En quelque sorte. Ouais, c'est vrai. Alors, ce qui est bizarre, c'est que Franck, vous êtes parti dans l'Himalaya pour rendez-vous en terre inconnue, mais pas avec Frédéric Lopez. Hein. Vous êtes parti avec Raphaël de Casabianca. Il est comment? Il est de Casablanca. Ouais. Comment il est? Sérieux. Écoute, il est super. Mais vous arrivez à l'aéroport, vous croyez que c'est Frédéric Lopez, ah bah oui. et c'est Casabianca. Oui, et puis Malik sortait, lui, de son aventure dans les Cévennes, qui était déjà un coup... Alors lui, il est parti avec Lopez, mais dans les Cévennes. Oui, à côté de chez lui. Vous lui. êtes fait enculer tous les deux. Moi, je suis né dans le Gard, et j'ai fait rendez-vous en terre inconnue à 15 minutes de chez moi. Alors ça, c'est... Vraiment. Je te jure. Alors... Dans Jusqu'ici, tout va bien. Donc, la banlieue n'est pas du tout reconstituée sur fond vert. Hein, c'est des vrais décors, des vrais décors naturels. Vous avez visionné pendant des heures des émissions de Bernard de la Villardière pour savoir comment c'est la banlieue. Non, mais c'est très drôle, ce film. Et franchement, merci. On avait une locale, d'ailleurs. On avait Sabrina Ouazani, qui est de La Courneuve. Bah, bien qui entendu, est née à La Sabrina Courneuve. Ouazani, qui est une indigène. Mais sincèrement, c'était beaucoup plus kiffant de tourner à La Courneuve, parce que quand on tourne dans le Marais ou dans Paris, t'amènes un camion... Oui, je comprends ce que tu veux dire. T'amènes un camion de tournage dans Paris,
tout le monde va dire attends, s'il vous plaît, barrez-vous parce que c'est compliqué. Ouais. Là, tout le monde était très content de nous recevoir. Ah C'était oui, un vrai bien kiff. sûr. Tout le monde a tourné Alors, dans la votre joie. personnage, c'est votre personnage. C'est un jeune rebeu qui est marrant, qui est débrouillard, qui est un peu maladroit. C'est un loser. Ouais. Un loser sympa. Vous êtes le François Pignon du bled. Ah, le François Pignon du bled. Non. C'est très bien. C'est ça. Très juste. C'est juste ou pas? Ouais, complètement. C'est exactement ça. Je suis Farid Pignon. Alors, pour draguer la Parisienne qui vient avec le louche, l'agence de com, Camilo, ouais. vous demandez conseil à Sabrina Ouazani. Ouais. C'est mort. C'est mort. Jusqu'à 22h. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Vous devez à l'administration fiscale 1 750 000 euros. Faut que je les paye. On déménage. Moi, je te suis au bout du monde. À la Courneuve. Ah oui, quand même. Oh, putain! Vous faites quoi, là? Je sais pas, il me fait peur, lui aussi, là. Vous êtes maître chien, vous avez peur des chiens. Donnez-lui ça, donnez-lui ça. Plutôt. C'est pas pour vous. Je vous présente Samy qui a la gentillesse de nous faire visiter la Courneuve. Elodie. Samy. Bon. Samy, on y va? Vous devez avoir au moins 4 nouvelles recrues dans la zone franche. Ouais, j'ai besoin de monde, là. Mais non, pas pour une bagarre, pour du travail. Un DUT informatique, institut technologique, master en engineering informatique. Qu'est-ce que vous faites chez McDo? Je comprends pas. C'est les seuls qui m'ont pris en fait. J'ai envoyé des centaines de CV, mais à part des stages, j'ai rien trouvé. Hey, attends, comme t'as trouvé du travail, t'as acheté des chemises. Enfin, je peux pas. 2 euros. Ah ouais. 2 euros. Voilà. Regarde, rouge, bleu, jaune, vert. Magnifique. On a un petit souci avec la banque. Ils veulent pas nous suivre. Mais c'est pas un petit souci, ça. Ah oui, oui, c'est très très grave. Je sais pas d'où il vient cet argent. Quand tu vas à la banque, toi, tu demandes d'où il vient le pognon? Non. Maintenant, c'est une fille, vous plaît. Vous pouvez faire ce son-là. Viens voir. Quand on est arrivé ici, on pensait que ce serait compliqué. Enfin, moi, je pensais que ce serait compliqué. Et finalement, c'est formidable. Alors là, la cohabitation, ça se passe bien? Oui. Fais juste attention à pas laisser traîner nos affaires, quoi. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et voilà, jusqu'ici, tout va bien. C'est le titre du film avec Gilles Lelouch, Malik Bentala et Sabrina Ouazani. Il y a Voilà. aussi Loïc Legendre, dont on va entendre parler. Ah ouais. D'accord. Il était dans ma dernière pièce. Ah oui, oui, j'adore. Ah ouais, j'adore. Mais la pièce de Laurence, tu l'as vu, il faut y aller. Non, J'espère que ça va reprendre en septembre parce que c'est extraordinaire, franchement. Merci vraiment. Thierry. Non, mais je Je te disais dis. pas ça pour ça, mais merci. Mais je le dis. Alors, jusqu'ici, tout va bien. Ça pourrait être le résumé de votre carrière. Sartek, fils. Merci Thierry. Il y a un Merci. dénommement que ça. Ah, il y a Tu toujours... connais pas Il sait pas parler. Non mais vraiment Thierry, tu nous as toujours, on s'en parlait avec Franck, tu nous as toujours reçus depuis le début. Parce que vous êtes formidable. Bah, C'était les quotas, dit la vérité. Les quotas banlieue. Mais Alors, merci. il y a toujours encore votre Ouais. spectacle en tournée dans toute la France, au Palais des Sports le 14 mars jusqu'au 16 mars. Et là, maintenant, mesdames, messieurs, on va se faire le frigo. Magnéto, Serge. Un vaccin que tu devais faire quand tu avais 4 ans. Alors, cette histoire de frigo devient culte, ça devient complètement viral. Magnéto, Serge. Champion du monde ou pas? Champion du monde ou pas? Double frigo. Ça va, comment ça va, Kylian? Ça va? Oui, non, mais moi, tu me parles pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Le match le plus important était nécessaire pour l'équipe de France. Oui, Après, on va demander au président du PSG parce que... C'est ça. Après, t'as le président qui arrive, ouais, projet sportif pour gagner la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que c'est un mec kiffant, Kylian. Mais Malik, tu l'avais dit qu'on allait gagner la Coupe du Monde. Écoute, oui, parce qu'on avait eu la chance de montrer Taxi 5 à l'équipe de France. Voilà. Il y a, Et ça les a pas trop déprimés? Non, attends, il l'avait dit. Au contraire. Il l'avait dit, tu l'avais dit. Le Taxi 1 était sorti en 98. Ouais, bah oui. Le Taxi 5, 2018, et voilà. C'est vrai. Et t'as vu la volée en lucarne là, contre Saint-Étienne? C'est un extraterrestre, Tu il a l'as 20 vu, ans. Kylian, Mais il a comment 20 ans, dans 2 Ouais. ans, il trouve un vaccin, il libère un peuple. Ah ouais, c'est un il gagne mec. Roland Garros, le gars, ça y est, c'est un génie, hein. c'est un génie, Ouais, Kylian, vraiment. bravo. Il fait quoi dans la vie?
T'as ce con depuis tout à l'heure qui me dit dans l'oreille, il fait quoi dans la vie, Kylian? Malik, je vous ai réservé l'une de mes interviews les plus difficiles. D'accord. Oh non. On l'appelle l'interview... Difficile. C'est une bonne idée, Camille. Elle est bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Malik, de pire en ce moment? Refaire un film avec Franck. Qu'est-ce qui vous donnerait envie? C'est bien de rire, ça le soutient. Qu'est-ce qui vous donnerait envie d'être trompé? Déjà, qu'est-ce qui me donnerait envie d'avoir une meuf, déjà, parce que j'ai pas de meuf, déjà. Mais Zidane, qu'est-ce qui me donnerait envie d'être trompé, Zidane? Ah ouais, Zidane, oui. Tu laisses faire. Deschamps, tu laisses aussi? Non, non. En quoi aimeriez-vous être beaucoup plus nul? En Nutella. Très bien. Qui détestez-vous aimer? Ouais. Je suis obligé de l'aimer. Ça, d'accord. Ça, je suis d'accord. Même s'il me torpille, moi aussi, c'est le mec qui me fait le plus rire en France. Il m'a appelé hier. Mais quel... On peut dire la vérité? Dis la vérité. Ici, on dit la vérité. Minuit et demi par là. Minuit, 1h du mat. Minuit, 1h du mat, ouais, voilà. Laurent Baffy, qui m'appelle. On ne veut pas répondre. On ne veut pas répondre. Ça va être pire si on ne répond pas. Ouais, c'est peut-être grave. Et puis surtout, vaut mieux répondre. T'es dans l'émission le lendemain. Ouais. J'ai pas envie qu'il s'énerve. Donc je réponds et il me dit, écoute, je voudrais 12 000 € en billets de 5. Sinon, je balance plein de dossiers sur toi. Oh, putain. Et je lui dis, écoute, appelle Franck. Et je pensais pas qu'il allait le faire. Il a appelé Franck. Moi, il m'a dit, je veux 17 000 € en billets de 5 dans une poubelle devant Gare du Nord. Ils ont payé? Je n'ai pas d'amis. Ouais, évidemment. Non, 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 pas d'autre ami comme toi. Eh oui, ils ont payé. Et donc, on va les accueillir extrêmement gentiment. Je vois que tu es super sympa avec eux. Et je les adore. Et ils ont un talent fou. Et on n'a pas fini d'entendre parler de ces deux enculés. Est-ce qu'il aime vraiment? Attends, le mieux qu'il m'a fait avant de venir un jour, il m'appelle et il me dit, je t'appelle pour te dire, n'écoute pas ce que les gens disent sur toi. Et... Moi, chaque fois qu'il me voit avec ma femme, il me dit, t'es venu avec ta fille, tu vois, c'est... C'est Laurent. Quand avez-vous déjà été heureux d'être malheureux? Alors attends, laisse-moi juste... Oui, laisse-moi repasser le brevet. La difficulté de l'interview, c'est qu'il faut avoir au moins le brevet. À 2 heures, prends 2 heures. Attends, est-ce que quelqu'un a des intercalaires? Parce que là, je suis noyé. Prends 2 heures. Non, c'est là où il est touchant parce que... On voit qu'il est con et il est touchant, quoi. Arrête, il a payé. Tellement bête et on a une charge affective quand même. Bien sûr, on adore. Ah oui. Quels sont les défauts que doit avoir une femme pour vous séduire? La nymphomanie, je vois pas d'autre. C'est exactement ce que je pensais. Bah oui. On se retrouve après la pub pour les terriens du samedi. La suite, à tout de suite. Bonsoir les terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Camille Lelouch. Franck Gastambide. Et Malik Bentala. Et Laurent Baffy. Et on continue avec Shopping, parce qu'un artiste, c'est aussi un code barre. Alors, justement, Camille Lelouch et Franck Gastambide. Oui. Bonsoir. Alors Camille, on vous a connue chanteuse dans The Voice. Oui. On vous a connue humoriste dans Camille en vrai. On vous a connue chroniqueuse dans TPMP et dans Quotidien. Et ce soir, vous êtes actrice dans Damien veut changer le monde. Est-ce que ça serait pas le moment de choisir une carrière et de vous y tenir?
Non, mon premier amour, c'est la musique. Je suis chanteuse avant d'être humoriste. Et l'humour est arrivé, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis devant toi. Ouais. Thierry. Mais non, ta gueule 2 secondes. Et juste... c'est juste que j'ai pas du tout envie de choisir, et je travaille beaucoup pour tout faire correctement, donc voilà. Donc on me demande pas de choisir. Alors, tu dis qu'elle a été chanteuse, qu'elle le prouve. I keep on falling. Pour moi, c'est un grand oui. Tout le monde se souvient de votre interprétation de Papa Outé. Ah oui. Magnéto, Serge. On y va. Où est mon papa? Dis-moi où est mon papa? Sans même devoir lui parler, je sais ce qu'il nous dit. Un sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, papa, où t'es? Bravo! Bravo! Alors, Damien veut changer le monde, donc c'est le titre du nouveau film de Xavier de Choudens en salle le 6 mars. En fait, le film a failli ne jamais exister parce que vous vous connaissiez pas avec Franck Gastambide. Vous arrivez sur le tournage le premier jour, vous foutez un tel bordel, Oh putain, oui. un tel bordel, que le producteur a appelé vos agents en disant « Attends, nous on a un film à faire, quoi. Il faut quand même qu'il soit un petit peu discipliné. Hein. » En fait, on se connaissait pas du tout. On se connaissait, lui, par rapport à mes vidéos et moi par rapport à ses films. Et c'est vrai que le premier rapport qu'on a eu, c'est un fou rire. Et ça a duré pendant 7 heures. Et du coup, comme on ne connaît pas vraiment dans le domaine du cinéma, on s'est demandé surtout si j'étais une bosseuse et si j'étais concentrée. Ils se sont rendus compte que oui. Et en fait, on a eu vraiment que des fous rires. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Il a été tout de suite en protection, gentil. Et le fait de rire, ça m'a aidé à être efficace, je pense. Donc merci, en tout cas. Oui, c'est très bien. On passe au film. Donc le pitch, Franck Gastambide est pion dans une école de banlieue. Et il découvre qu'un des élèves est menacé d'expulsion. Et pour que l'enfant reste en France, il le reconnaît comme son fils. Alors, jusqu'ici, tout va bien, mais malheureusement, ce n'est pas le seul enfant dans ce cas-là. Et bientôt, vous êtes submergé, Franck, par le nombre d'enfants que vous devez reconnaître pour qu'ils puissent rester en France. Alors, pour les distributeurs, évidemment, c'est une comédie sociale. Et pour Éric Zemmour, c'est un film d'horreur. Oh, c'est la meilleure critique du film. Ouais, merci, bravo. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est important, que vous êtes la sœur de Franck dans le film. Oui, vous n'êtes pas sa femme. Non. La femme de Franck, c'est... Donc vous êtes donc la sœur de Franck, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Avocate, carriériste, super bosseuse, et vous allez vous révéler sensible. Et c'est ça qui est très touchant dans le film, évidemment. Vous allez comprendre le trip de votre frangin. Pour vous, c'est un personnage complètement... Oui, Sabrina. Pas maintenant. Je peux pas. Pas maintenant. Pas maintenant. Lolo, vous êtes pas comique dans le film. Vous êtes non. C'est un vrai rôle d'actrice. Je suis vraiment actrice. Bah voilà. Ah ouais, c'était une grosse performance pour moi parce que moi j'ai beaucoup de tics, de tocs, j'ai plein de mimiques qui sont comiques. C'est pour ça qu'on vous aime. Oui, et je veux aussi qu'on m'aime pour ce côté qui est quand même vraiment différent où je suis pas que drôle. Rien que la bande-annonce, ça donne très envie d'aller la voir. Tu vas la regarder, la bande-annonce. Sergio Magnéto. J'ai un peu merdé avec un gosse. C'est quoi du... Ça, t'as un peu merdé avec un gosse, qu'est-ce que t'as foutu? Eh, mais oh, ça va pas, pourquoi tu t'enfuis comme ça? Maman, elle a pas les papiers, on va être expulsés. Aujourd'hui, vous avez pas les papiers ou c'est... Tout le temps. Un gosse avec sa maman qui vont être conduits à la frontière, tu comprends? Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était grave. Je veux juste aider, moi, c'est pas permis ça? Si tu veux nous aider, il faut reconnaître Bassad. Donc vous reconnaissez être le père de Bassad? Oui. Ça y est, c'est bon, chérie. C'est fait. Bonjour. On est au courant de ce que tu as fait. On veut la même chose que Bassad et sa maman, monsieur. On va trouver une solution. Il faut juste qu'on se bouge le cul et qu'on trouve notre père. Ce qu'on s'apprête à faire, là, ensemble, c'est enfreindre la loi. On s'en souviendra de ce jour-là, hein. C'est. Ça va, ma chérie? Oui, papa. Appelez papa. Je viens reconnaître ma fille. Aldianik. Il y a Janig.
Yannick, on s'est un peu fait dépasser. Son seul délit, c'est celui de la solidarité. J'aurais aimé juste une fois réussir à faire un truc bien. Jusqu'au bout, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Les mères sont citées à comparaître. En voulant le défendre tous, tu nous condamnes. Ces femmes, les seules choses qu'elles veulent, c'est des écoles pour leur môme. Tu comprends ça? Il y a peu de gens qui sont capables de faire ce que tu as fait pour lui. Ouais, c'est pas ton Kofi qui tape Maléla? Lui, c'est Kofi, là? C'est lui, c'est Kofi. Kofi? Oui. Ah bah non. C'est pas lui alors. Ouais, c'est pas lui. Et voilà. Alors en fait, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que Xavier de Choudens, en fait, est parti d'une coupure de presse. Il a trouvé une coupure de presse. Il y avait un escroc qui réclamait de l'argent pour reconnaître les enfants. Et après, il récupérait les allocations familiales, quoi. Voilà. Donc il est parti de ça, mais il l'a tourné évidemment sur un plan positif. Ouais, c'est quelqu'un qui a reconnu 117 enfants en demandant 3 000 euros à des gens qui sont dans des très grandes difficultés, plus les allocations. Mais quand il a lu cet article, au départ, il s'est dit c'est beau ce que fait ce mec, et puis il a fini par se rendre compte que c'était un enculé. Ouais. Et puis il s'est dit mais ça veut dire qu'on peut faire ça, une sorte de don de nationalité. En tout cas, vous êtes bien, hein, parce que là, vous faites pas trop. Non, parce que tu m'aimes bien. Non, mais c'est pas que je t'aime bien. Parce que d'habitude, on voit que t'es pas bien, et là t'es bien. Alors, Franck, toi, c'est un virage. Franck, c'est un virage dans sa carrière. Ouais, oui. Franck, votre côté dresseur d'animaux, dresseur d'acteurs, vous a aidé avec les gosses? Parce que vous y connaissez rien aux gosses. Rien du tout. Rien du tout. J'avais peur que ça se voit même. Tu sais, comme quand un acteur il essaye de fumer alors qu'il fume pas, ça se voit. Je me suis dit ça va se voir. Je sais pas comment les tenir. J'ai peur de le faire tomber. Moi, je m'y connais en nain, donc j'avais des bases. Mais c'est pas pareil. Est-ce que ça vous a donné l'idée de faire des enfants? Alors Franck, vous avez travaillé avec Besson, donc pour Taxi 5. Ouais. Est-ce que ça vous a vexé qu'il n'essaie pas de coucher avec vous? Parce que la vérité, j'ai 1000 vannes qui me viennent, mais j'adore Luc, je vais pas faire de vannes. Mais il y en a plein à faire, bien sûr. Par exemple? Non, mais arrête. Alors, à venir, il y a une soirée hommage sur Canal, le 9 mars. T'es mort? T'es mort? Ah, il a sa soirée hommage. Non, c'est classe. Alors, il y a 4 films de Franck et un documentaire. Pourquoi pas une rétrospective à la Cinémathèque? Pourquoi pas? Mais il est grave mal à l'aise avec ça. En mais je suis mal à l'aise de dingue. J'ai fait refuser en disant mais demandez à des gens qui ont fait plein de trucs. Moi, C'est vrai que c'était pas très légitime. Enfin, puis la veille, il y a la nuit Jordi, donc tu vois, tu sens bien que ces gens-là font des choix improbables. Regarde à quoi ça ressemble, Serge. Pour moi, Franck, il a son univers, il a son registre à lui. Il part de rien, de sa banlieue. Moi, je suis très admiratif de faire ce qu'il a fait. Il sait s'entourer, et il s'entoure bien. Je trouve qu'il s'est créé de lui-même une famille du cinéma. T'as changé ma vie, Franck. T'as changé ma vie. C'est fou de ne pas avoir lâché, d'avoir démarré en tant que dresseur et d'en être arrivé là où il en est, quoi. C'est fou. Il a beaucoup de rigueur derrière ses allures de con. Voilà. Camille. Pense à l'avenir, Camille. Alors, Camille et Franck, maintenant, je vais vous laisser tranquilles tous les deux. On va faire une interview star by star. Attention, première question, Franck. On est vraiment prêt à tout accepter pour le vendre, ce film? Non? Bah bien sûr. Ouais. On m'engueule pas? Bah je te lis. À moi. T'en as pas marre de faire la tournée des plateaux d'ailleurs? Non. Du moment que je suis avec Thierry, ça va. Certains sont chiants, mais chez Thierry, c'est la maison. Lesquels sont chiants, en fait? Je savais en disant bah ça. Voilà, t'es con. Quel con. Bah oui. Tu veux parler de C'est à vous, de non, il dit Quotidien souvent, ou de Ruquier, peut-être? Il avait dit Ruquier en loge. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? En loge, il me dit Ruquier, j'aime pas et tout. Il le sait que je l'adore, Laurent, arrêtez. La question la plus pénible qu'on t'a posée, c'était quoi? Sur ta bite? C'est pas moi, c'est Thierry qui a écrit. Non. Ma bite. Mais ça ne te gêne pas qu'on en parle? Non, mais tu sais qu'à force que tu en parles, il peut y avoir des déçus. Non, je connais la taille, il n'y aura pas de déçus. Non, franchement. Là... T'as l'impression que ta carrière est lancée pour de bon? Ou t'as toujours peur que ça retombe?
J'ai toujours peur que ça retombe. Comme toi, t'habites. Bah non, parce que c'est jamais. C'est jamais. Ma bite. Pardon. Il est bien ce jingle. C'est très bon, ça. C'est très bon, on va le sampler, ça. On va le sampler, ça. Tu pensais quoi de moi avant de me connaître? Tu savais quoi sur moi? Dans les bonnes, tu peux. Vas-y, balance tout. Déjà, j'étais pas au courant de ta bite. Et toi, tu savais qui j'étais avant le tournage? T'es du genre à mater The Voice dans ton canapé le samedi soir? Un peu The Voice, mais surtout tes vidéos Instagram où tu te pètes des boutons. Non, je pète pas les boutons, je les montre. Ah, Magnéto, Serge. Ce que tu vois sur ma gueule, c'est pas de la bave ou du crachat, c'est de la crème antibiotique pour les 17 000 boutons que j'ai. Je suis contente. J'ai la cigale dans 3 jours et j'en ai 3 d'affilée. Parce que ce qui est bien avec le stress, c'est que ça te provoque ça, des stars partout. Ah là, on est sur tout style de star. Le bouton boss, évidemment, un classique. Hein. Le petit blanc au bout, à tout moment, il pète. C'est pour ça que je bouge pas trop. Celui qui est pas encore là, mais qui va être dégueulasse. Le petit que t'as déjà gratté. Hop. Et ça, je l'ai mis comme ça pour le kiff. Donc l'herpès, il est fini, mais tu vois, il y a encore une cicatrice. Et derrière, je me tape tous ces staros. Pour un effet glossy, la crème antibiotique. Je rigole. Vous, les mecs, vous croyez trop que les meufs, elles sont là le soir. Ah ouais, j'ai un tout petit bouton. Je vais mettre de l'aloe vera. Ma bite. Aloe vera, ma bite. On y a cru, nous. On se fait baiser, nous. On croyait que c'était exclu. On a remarqué, tu vois, on a tout en stock ici. Alors, on a quoi en commun d'après toi? Ma bite. Ah, bah oui. Trop de bites, tu l'habites. Hein. Exactement. Ma bite. C'est contagieux en plus. Camille. À moi. Quand même, on s'entend bien tous les deux, ça va avec ta copine ou quoi? Ça va. Ah, sa copine, c'est ma copine. Donc, du coup, Ah ouais. Ah, c'est ma copine. Tu vois, là où t'es fort, Thierry, c'est que ça, t'aurais pu en abuser. Oui. Et à aucun moment, t'es tombé dans le piège. Bon, on arrête là? J'ai peur qu'Ardisson ait prévu une question sur la taille de ma bite. Je lis en même temps comme un con. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Attention, jingle. On commence évidemment avec l'événement, le décès de Karl Lagerfeld cette semaine. C'est donc officiel, quand il a appris que le diable s'habillait en Prada, Dieu a décidé de s'habiller en Chanel cette semaine. Et oui, Karl Lagerfeld était la preuve vivante qu'on peut parler avec un accent allemand et avoir une queue de cheval sans être un acteur porno. Ouais. Excellent, ouais. Je savais qu'elle vous plairait, Il faut avoir une culture porno quand même assez pointue. Ah ouais, c'est pour ça, je savais que vous étiez là. L'info qui intrigue tout le monde depuis, évidemment, c'est Choupette peut-elle devenir l'héritière de Karl Lagerfeld? Et immédiatement, il y a eu une réponse sur Twitter. Laetitia Hallyday qui a dit « Si jamais il faut quelqu'un pour lui donner ses croquettes et changer sa litière, je suis dispo. » Hashtag cat-sitting. Choupette qui deviendrait, du coup, la chatte la plus rentable de France depuis Zaya. Ah ouais. Et deux. Passons au reste de l'actu. Alexandre Benalla et Vincent Crass ont été placés en détention provisoire pour non-respect de leur contrôle judiciaire. C'est quand même ballot quand tu slalomes depuis des mois entre des soupçons de violence contre des manifestants, d'immixtion dans l'exercice de la fonction publique, de détention non autorisée d'armes, de faux en écriture, d'abus de confiance dans une histoire de passeport, de recel de violation du secret professionnel, de dissimulation de preuves, que tu tombes parce que t'as pas pu t'empêcher d'aller t'en vanter auprès d'un pote. C'est con, chapeau Alex. C'était pas sa semaine, hein, Alexandre Benalla, puisqu'on a appris aussi que voilà, il avait acquis un pistolet juste avant ce fameux selfie, hein, dont on a beaucoup parlé, où il avait une arme. Le problème, c'est que lui a assuré dans son audition que c'était un pistolet à eau. Alors, il n'a pas de chance. La semaine dernière, l'article le précise. On va le voir que l'ex-chargé de mission de l'Élysée avait dépensé 1 305 € dans une armurerie parisienne pour un pistolet. Il faut avouer, c'est scandaleux de la part de l'armurier. 1 305 € pour un pistolet à eau, c'est un scandale.
Passons aux Gilets jaunes. Gilets jaunes, après avoir soutenu le mouvement, Éric Ciotti veut interdire les manifestations du samedi. Pour Éric Ciotti, la cohérence et la démocratie, c'est comme le shampoing, ça ne l'intéresse pas des masses. Oh, petite attaque physique. Oh, pardon. Ouais, pardon. Je savais pas. Il n'y a pas la meilleure. Non, c'est pas la meilleure. On l'admet. En revanche, Brigitte Bardot a dit soutenir les Gilets jaunes parce qu'ils ont des couilles. Selon cet argument, sans doute qu'à l'époque, elle a soutenu Amanda Lear. Alors, la belle histoire de la semaine, c'est celle-ci. Deux Gilets jaunes se marient 2 mois après leur rencontre. Wow. Qu'est-ce qu'ils sont pas prêts à faire, les Gilets jaunes, pour payer moins d'impôts? Cette semaine, évidemment, et vous en avez pas mal parlé dans l'émission, a eu lieu les rassemblements contre l'antisémitisme. Eh bien, pour la tête de liste du Rassemblement national aux Européennes, Jordan Bardella, il s'agit d'une opération d'enfumage. C'est assez élégant comme petite métaphore. Il était à 2 doigts de nous rappeler ce dicton qui circulait au sein du Front National à l'époque. Il n'y a pas de fumée sans feu. D'ailleurs, sa chef non plus, elle n'a pas voulu y aller, Marine Le Pen, ne veut pas participer à une instrumentalisation politicienne. LOL. La vérité, c'est que si Marine Le Pen ne veut pas aller à une marche contre l'antisémitisme, c'est surtout parce qu'elle ne veut pas être déshéritée. Wow! Et résultat, Agnès Buzyn a accusé Marine Le Pen de vouloir courir après les néo-nazis. Et là, je trouve que c'est exagéré. D'ailleurs, Marine Le Pen a réagi sur Twitter en disant « Oh là là, honte à Agnès Buzyn, comment peut-elle affirmer des choses pareilles? Je déteste courir. » Au point que, Marine Le Pen a porté plainte contre Agnès Buzyn. C'est là, je dis chouette Thierry, champagne, parce que ça veut dire que pour une fois, Marine Le Pen va aller chez les juges de son plein gré. Passons à son ancien meilleur copain, Nicolas Dupont-Aignan, qui avait parlé des députés de La République En Marche en disant qu'il ne fallait pas les laisser repartir vivants. Il a plaidé l'humour. Bon, visiblement, Nicolas Dupont-Aignan est aussi doué en humour qu'en politique. On attend donc avec impatience la vidéo de Copy Comique qui montrera qu'il a piqué la plupart de ses meilleures vannes à un célèbre humoriste américain. Société, c'était un peu le débat de la semaine. Parent 1, parent 2, ce n'est pas l'idéal, estime Jean-Michel Blanquer. Et c'est vrai que ce n'est pas l'idéal, ça va poser des problèmes, notamment en littérature. Les enfants vont devoir lire Le parent 1, Goriot. C'est assez moyen. Ou peut-être Le vieil homme et Le parent 2. Du coup, et même le groupe Nique ta mère aurait dû devenir NTP 2. Nique ton parent 2. Du coup, ça ne va pas. Ça ne va pas. Sans transition, Vatican, accusé d'abus sexuels, l'ex-cardinal... Oui, sans transition, Macaric défroqué par le Vatican, une première. Une première, effectivement, c'était la première fois qu'il était défroqué par des adultes. Oh, bravo, Bizot. Très bonne vanne. Santé. L'alcool, toujours responsable de 41 000 décès par an en France. D'un point de vue démographique, ça compense, puisqu'on sait que l'alcool est aussi responsable de nombreuses naissances. Oui, c'est vrai. En France. Allez, les brèves. Le pénis de baleine empaillé qui a été acheté 5 200 € lors d'une vente aux enchères. Regardez-le comme il est content, le bonhomme. Mais c'est vrai, on est comme ça, les hommes. On est prêt à payer très cher pour en avoir une. On peut mettre les 2 mains dessus. C'est visuel, ça. Un père en état d'ébriété conduit son fils à la gendarmerie. C'est toujours délicat d'amener ses enfants sur son propre lieu de travail. Alors attention, du très lourd aux États-Unis, sa compagne ne répond pas au téléphone, il viole son chien, l'animal est euthanasié. Alors on va pas se mentir, je vois pas du tout le lien de cause à effet, ni dans la première partie, ni dans la deuxième partie. Mais je vais terminer par une vanne plus familiale, parce que c'est important, on est sur un public jeune. Contrôlé pour excès de vitesse, le chauffard cache un poney à l'arrière de sa camionnette. C'est normal qu'il ait fait un excès de vitesse parce qu'il avait beaucoup de chevaux sous le capot. Oh voilà. Non, pas bien. C'est un poney. Pour les gens... Ah, c'est un poney, merde. Bon, c'est pas grave. Alors, on passe à la culture. Chaque semaine, C'est bon, on va bientôt monter un duo.
Je propose une visite culturelle, un musée à découvrir, le musée des relations rompues à Zagreb en Croatie. Et comme son nom l'indique, il est consacré à la fin des relations amoureuses. Il propose à des gens en fait de regarder des objets que l'un des deux conjoints a laissé à l'autre en le quittant et qui a été offert au musée. Alors évidemment, le musée est inventé par un couple d'artistes en pleine séparation, on va les voir, Olinka Vistica et Drazen Grubizic. Voilà, ils ont l'air très heureux et on les comprend, hein, le musée a du succès. Et je crois que c'est la première rupture qui rapporte de l'argent aux deux parties d'un coup, et donc ça c'est quand même bien. Alors regardons quelques exemples, comme ça va vous donner une idée. Voilà, là on voit ce qu'a fait une ex-asiatique de Yann Moix avec la VHS de Cinéman qui lui avait offerte. J'espère qu'il est plus dans les loges. Autre objet exposé au musée, voilà, ça c'est assez fou. Donc il y a un conjoint qui a laissé derrière lui la prothèse de sa jambe, et en même temps c'est logique de se séparer de quelqu'un quand on n'arrive plus à prendre son pied. Oui, les amateurs de jeux de mots se régalent. Tu l'as, ouais. Objet suivant, ça c'est la, voilà, ça c'est la classe. Malgré la séparation, elle a laissé la bagnole, Mimi Mati. C'est parce qu'elle est petite. C'est pour ça que... J'explique, parce c'est marrant. qu'il est en galère. C'est bien, la non, voiture merci, est merci. petite. Ensuite, voilà. Alors ici, vous l'avez vu, c'est la séparation de Bataille et Fontaine, puisqu'on le voit clairement. Il y a un blaireau et un rasoir. Je savais qu'elle vous plairait, celle-là, Thierry. Dès qu'on dit du mal d'autres animateurs. Voilà, évidemment. Encore une petite, voilà, ça c'est une belle pièce. Le musée remercie chaleureusement Woody Allen pour sa contribution, un cadeau que lui a offert son ex-petite amie. Il faut parler les langues étrangères pour rire. Et encore un dernier, un rétroviseur, voilà, une donation de la Fondation Lady Di. Oui, c'est moyen, c'est moyen. Et enfin, ça c'est voilà, ça c'est malin. Ça c'est malin. Si vous voulez éviter que votre partenaire vous trompe, imprimez votre photo sur le caleçon. Ça devrait pas encourager la vente. Après, c'est pas étonnant qu'il la laisse. Et je sais qu'on attend encore quelques donations et j'ai déjà des petites infos sur ce qui va suivre dans le musée. On va le voir, voilà, notamment voilà, DSK qui va faire un don. On a aussi Alexandra Lamy qui va donner toute sa collection de DVD pour le musée de la rupture. Et enfin Jean-Luc Lahaye qui a fait un très très beau cadeau au musée. Allez donc à Zagreb, au musée, parce que l'art c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Voilà, c'était les terriens du samedi avec Éric Dupond-Moretti, Camille Lelouch, Franck Gastambide, Malik Bentala, Laurent Baffy. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À demain, 18h45 pour les terriens du dimanche avec Mounir Madjobi et Francky Vincent. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.